Le Ménon est un dialogue de Platon dans lequel Ménon et Socrate essaient de trouver la définition de la vertu, sa nature, afin de savoir si elle s'enseigne ou non, et sinon, de quelle façon elle est obtenue. Le banquet est un texte de Platon, écrit d'environ 380 avant Jésus-Christ. Il est constitué principalement d'une longue série de discours portant sur la nature et les qualités de l'amour. Cela se passe lors d'une réception, d'une fête mondaine où tout le monde picole. Il faut bien avoir à l'esprit qu'ils sont tous complètement bourrés. Platon fait entendre des voix différentes pour parler d'amour et de beauté. Excellente la vodka. La mythologie de Perséphone renvoie au mystère d'Éleusis, celui qui constitue le socle du Ménon. Socrate convoque cela pour fonder la vérité, alors même qu'il tente d'asseoir la raison. Alors les mystères d'Éleusis sont une commémoration de l'enlèvement de Perséphone par Hadès. C'est un événement qui avait lieu une fois par an à Éleusis et qui donnait lieu à des initiations par le biais du théâtre et de jeux. Perséphone est enlevée sous terre, en enfer, et Déméter, sa mère, déesse de l'agriculture, lutte avec Hadès sous l'arbitrage de Zeus pour faire revenir sa fille. L'arbitrage de Zeus, c'est de permettre à Perséphone de sortir 9 mois par an des enfers. Perséphone est en fait la déesse de l'agriculture et de la végétation. 3 mois où pendant l'hiver tout est mort, et ensuite vient le printemps. Cette résurgence, c'est ce qui se passe dans la nature. Le printemps, c'est la renaissance. Ça recommence comme étant toujours la première fois, comme l'amour. Et la renaissance est toujours stupéfiante. Alors là, on va s'enfoncer un peu plus dans le désir et l'idéalisation. Cette problématique va revenir dans le banquet, avec la figure de la prêtresse Diotima, qui initie Socrate au mystère de l'amour. Dans le dialogue du banquet, Diotima initie Socrate au fait que la sagesse, c'est un rapport de désir. La sagesse, c'est l'objet par excellence du désir. Or, le désir est délirant. Lorsque je désire, je situe l'objet de mon désir sur un plan incommensurable. Si Platon utilise une prêtresse pour apprendre à Socrate, c'est aussi parce que l'objet du désir, c'est un mystère, qui ne se résout peut-être jamais. Car lorsqu'on saisit le désir, on le détruit. L'objet du désir est toujours plus grand, tant qu'il y a du mystère. Et c'est ce qui était bien commémoré à Éleusis. C'est aussi l'enjeu, cette fois-ci dans le dialogue du Ménon, de savoir ce qu'est la vertu. Ce qui nous est appris, c'est qu'il s'agit au fond de l'enjeu de la fondation de toute science et de tout art. Car l'objet de la science ou de l'art, c'est l'objet idéal, tel le point géométrique. L'objet de l'amour ou du désir, c'est l'objet idéal. Un objet ne peut être désiré que idéalisé. Et c'est l'idéal qui constitue le point focal. C'est ce que Freud, un peu plus tard, beaucoup plus tard, va appeler le processus d'idéalisation. L'idéalisation, c'est ce qui fait que l'être ou l'objet que j'aime, une personne, un théorème, l'idée de la nation, la France insoumise, une histoire, les Républicains. Ah bon, ouais, c'est un être qui s'immortalise, c'est-à-dire qui s'infinitise. Et c'est ce qui fait que l'on peut être héroïque et mourir pour lui. Dans le banquet, il nous est dit « Celui qui aime est possédé d'un dieu, d'un démon, d'un esprit ». Dans le discours de Diotima à Socrate, toujours dans le banquet, elle lui rappelle que les dieux rappellent de l'Hadès les âmes qui se sont élevées, car ils avaient admiré son acte. C'est-à-dire l'acte d'un amoureux qui était allé si loin dans son amour qu'il est devenu un demi-dieu ou une déesse. Il y a un geste héroïque dans une sorte d'état démonique. Ce Dieu n'est rien d'autre que Eros qui nous habite, qui nous permet de faire le lien entre le mortel et l'immortel. Pas d'idéalisation donc sans objet aimé. C'est-à-dire que l'objet aimé est absolutisé, incomparable, vaut plus que toute la vie. Pas de géométrie, d'art ou de politique sans idéalité, sans amour.
Ainsi, tous les objets qui sont idéalisés, nous les aimons, et la sagesse, c'est savoir tenir à cet amour. Et tout cela est retravaillé continuellement. La vie, c'est à la fois la croissance au-dessus du sol des morts, mais c'est aussi le retour sur la surface de la terre et dans l'hiver. Des racines vers lesquelles il faut redescendre. Si Socrate en appelle à Perséphone pour fonder le savoir, c'est parce que c'est une chimère de croire que l'on peut tout savoir, tout maîtriser. C'est une croyance mauvaise. Cela conduit au pire. À Fukushima, par exemple. Il faut faire attention à l'exactitude. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui compte. L'exactitude. Elle est nécessaire, mais ce n'est jamais uniquement dans l'exactitude qu'il faut penser. Rien n'est réductible au calcul. Il y a toujours quelque chose qui lui échappera, y compris en physique, en géométrie, en droit, comme en amour, dans le commerce ou dans l'art. Cet incalculable, c'est le processus d'infinitisation, la projection d'infini. Et ce processus-là, c'est bien le sujet de Platon. Dans tous les dialogues, c'est ce processus que Socrate essaie de cerner. C'est le processus généralisé d'idéalisation en quoi consiste la pensée. L'être qui aime infinitise son objet, le porte à l'infini, l'absolutise et surtout l'élève. L'objet de l'amour va chercher à s'élever ou va être amené à s'élever pour être à la hauteur. Cela nous oblige à des transformations. Or, nous n'avons jamais envie de nous transformer. C'est donc un apprentissage. Ce qui est du temps, un processus, des techniques de soi. Et mon travail consiste d'abord à découvrir que ce que je croyais savoir, je ne le sais pas. Ce qui me constitue d'abord, c'est mon non-savoir. Ma tendance à croire des choses que je ne sais pas. Nous avons toujours tendance à croire que nous savons, et c'est cela la bêtise. Bon, bah je m'arrête là. Dans toute forme de pensée, il y a des moments de ce que les Grecs appelaient de skepsis, de scepticisme, de mise en question. On n'y croit plus, on n'y croit plus du tout, et confronté à son non-savoir ou à un doute, alors on a envie de tout envoyer promener, on ne croit plus à rien. Mais ce moment de scepticisme est aussi le moment dans lequel va naître un désir, si cela se passe bien. Il se produit un désir nouveau, il y a un éveil des sens, le début du printemps. Et la pensée, c'est d'abord l'étonnement, l'éveil des significations nouvelles. D'après Socrate, le désir est d'abord le désir de chercher l'objet de son désir. Et ce que Platon nous apprend, c'est qu'il est possible d'accéder à cet état par le dialogue, qui permet de sublimer l'amour. L'amour de la sagesse est un état amoureux. Elle commence dans le dialogue, ceux qui dialoguent de manière sincère et en s'aimant, comme des amis. La matrice de tout dialogue, c'est l'amour. Au cours d'un dialogue, d'un véritable dialogue, et dans la vie, il y en a peut-être peu, il y a de la sincérité. La mémoire revient, dit Platon, et le désir avec. Les ailes repoussent et permettent de s'élever. L'âme dans le corps peut s'élever au-dessus du corps, et comme dans un état amoureux, on se sent pousser des ailes. Ce double état est aussi ce que l'on appelle la dianoia. Donc dia, je crois qu'il y avait une chaîne de supermarchés, comme ça, dia-noia. L'âme est deux. Dia signifie être traversé. Noia vient de noésis, c'est la pensée, l'intellect. Il y a deux tendances en nous, la pulsion et la sublimation. Nous sommes toujours clivés. Je est un autre, dirions-nous avec Rimbaud. C'est donc toujours faire place à l'autre en soi et à l'autre avec qui je dialogue. Et souvenons-nous que Marx disait ceci: la caractéristique la plus fondamentale du communisme, c'est qu'il est internationaliste. Parce que la réalisation d'une politique absolument humaine a besoin, pour sa possibilité même, de ceux qui viennent d'un autre endroit du même monde. Et nous nous aimons toujours dans l'amour d'un idéal. C'est à travers ces régimes d'idéalisation que peuvent se constituer des circuits d'émulation, c'est-à-dire du lien social. Ces circuits, car cela circule entre ceux qui s'aiment, qui sont en émulation, sont très divers. Par exemple, entre l'écrivain d'aujourd'hui et Homère, Euclide et le physicien d'aujourd'hui, nous-mêmes, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon,
Et tout cela forme des organisations. L'Académie des sciences, la mairie, les écoles, les tribunaux, la famille. Ces organisations rendent possible la circulation des idéalités. Tout cela forme des règles, des lois que l'on ne peut transgresser. Ou alors, si on veut le faire, il faut savoir que l'on fait une révolution. C'est-à-dire que l'on propose de nouvelles règles. Tout cela permet de penser des horizons d'attente, c'est-à-dire le désir, l'horizon qui est l'endroit où le ciel fricote avec la terre. C'est ça le mythe de Perséphone. L'Hadès, l'enfer, ce sont les sédimentations arides. Et le printemps, les expériences qui reviennent. Et cela par le remuement des expériences passées, qui tentent à former un horizon. Et cet horizon, c'est toujours celui de l'idéalisation et du désir. Le désir va amener à l'élévation, notamment à élever des temples, être architecte, poète, géomètre, artisan, botaniste, à bâtir et à construire un monde. À l'origine de cette élévation, il y a d'abord de terribles chutes. Ce désir de s'élever nous habite, comme l'idéation, c'est un désir spontané. Voilà, Platon dans le Banquet précise que l'âme peut s'élever en tant que capable d'amour, comme source d'idéalisation, mais surtout de sublimation. Évidemment, on a vu ce désir peut se renverser, nous faire marcher en rang militaire, nous faire régresser, tomber dans la guerre civile. Enfin, dernier point, le fond de tous ces développements, si c'est pas trop assommant après les galettes au sarrasin, le fond de tous ces développements est en définitive celui de la transmission et des nouvelles générations. Comment faire en sorte que les natifs d'un monde puissent entrer en émulation? La question est constituée par celle de l'intergénérationnel et du transgénérationnel, dans laquelle il y a des conflits. Si Socrate est condamné à mort, c'est parce qu'on l'accuse de corrompre la jeunesse dans un conflit de génération. C'est une crise du désir. La jeunesse aspire et remet en cause les générations passées, qui doivent sentir la responsabilité de transmettre. Cette génération n'est évidemment pas simplement biologique, c'est la génération des idées et des désirs. À l'horizon de toute transmission, il y a bien de l'inenseignable, nous avons vu, et ceci doit faire l'objet, non pas simplement d'une transmission, mais d'une expérience. C'est une façon de vivre et des pratiques. Chaque génération, chaque homme ou femme est habité par des désirs anciens, mais aussi nouveaux, qui sont dus aux évolutions techniques, aux inventions, à l'imagination, qui est toujours en mouvement. La communauté politique, dans sa capacité à faire corps, à être unie et à s'élever, repose sur sa capacité à être en émulation collective. Nous avons vu dans la boulée l'assemblée où se crée et se constitue la volonté collective. C'est la possibilité de faire valoir de nouveaux désirs et régimes d'idéalisation. Bon, très bien, j'approche de la fin. Une petite conclusion générale. Nous avons donc essayé de repérer ce qui est important dans ce mouvement de création d'une société qui tend vers l'autonomie. Un mouvement d'auto-institution de désir, de sublimation et d'idéalisation. Et c'est bien un mouvement, non pas un état achevé. Il n'y a pas de bonne société ou de société juste et libre une fois pour toutes. Il s'agit d'un processus de création historique où la communauté politique a constamment la possibilité de remettre en question ses lois et ses institutions. À travers tout cela, nous voyons se formuler et se réaliser ce que nous pouvons et devons appeler la démocratie. L'exercice du pouvoir sans intermédiaire essentiel par le souverain, c'est-à-dire le corps des citoyens, qui implique l'idée d'une collectivité d'égaux. Cette pratique politique de la démocratie, au nom de la vérité et de la pensée, ce que nous voyons, c'est que sa condition, c'est l'amour et le désir, c'est-à-dire la sortie de la raison. Marx a partagé l'admiration pour la philosophie grecque dans la mesure où elle rapportait la vie de la pensée à l'existence concrète, à la vie comme art d'exister. La loi du désir, dont l'amitié est une modalité, bien sûr différente de l'amour, et pourtant tout aussi nécessaire que lui, peut-être même plus nécessaire que lui, qui n'est peut-être pas possible, lui l'amour sans quelle l'amitié soit possible,
Cette loi du désir, nous l'avons vu, c'est le soin porté à la sublimation et à l'idéalisation, qui est en même temps un soin apporté au lien social. Bon, ouais, je vais m'arrêter là. Merci.